La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. Portrait de Gaspésiennes et Madeliniennes, femmes engagées, militantes et élues. Je pense que c'est vraiment un point positif et quelque chose qui les amène à poursuivre leur travail et leurs implications politiques parce que c'est quelque chose qui les amène vraiment plus loin, puis ça leur procure une grande fierté de faire ce travail-là. Chandler, enjeu de l'heure. On peut mettre quelque chose de plus visible, par contre, mais il y a quand même deux affiches là. On met là, dans les événements principaux des barricades de bois, dans le fond, pour interdire les gens de... Apparemment, quand on a, puis oui, il n'y en avait pas. Moi, mon monde me dit qu'il y en avait, mais... Un document de 1776. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Que vous êtes un chercheur amateur, que vous êtes un passionné de généalogie, que vous voulez consulter aussi les documents d'archives qui sont conservés dans le magasin d'archives. Donc, vous pouvez vous présenter ici. Moi, je suis disponible en semaine pour accompagner les chercheurs. Aide fiscale pour les personnes à faible revenu. Ramassez vos factures de déneigement, de gazon. Ça va sur vos rapports d'impôts en maintien à domicile. C'est banal, là. J'ai la popote roulante, mettez-le, votre reçu de popote roulante. J'ai l'association Zéné, mettez-le. 70 ans inclus, là. Mettez tout. La revue de presse. Bonne émission. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. La table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine lance sa première série balado autour de la table, axée sur femmes et politique. Comment cette série met-elle en lumière les défis et les réussites des femmes engagées politiquement dans un milieu traditionnellement masculin? Découvrez les perspectives et les histoires inspirantes de ces femmes avec Léa Blouin-Rodrigue, agent de développement en santé des femmes. On est un groupe de défense de droits en collectif en conditions féminines. Donc, on agit sur plusieurs volets concernant la condition féminine des personnes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Plusieurs volets dont santé des femmes, au niveau des violences. Il y a plusieurs enjeux comme ça qu'on traite. La table de concertation regroupe des groupes membres qui sont des maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Il va y avoir aussi des stands de femmes, Calax, et d'autres organismes. On a élargi notre membrariat dans la dernière année. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, dans le fond, c'est pour parler de la nouvelle série balado que vous avez sortie, qui s'appelle Femmes et politique. Oui, je pense qu'il y a eu quand même une belle avancée. Puis moi, je me considère extrêmement chanceuse en 2018 d'avoir pu même penser à devenir députée parce qu'il y a tellement de femmes qui ont travaillé fort pour tracer la voie et nous permettre d'accéder à des postes de haut prestige, on peut encore appeler ça comme ça, de direction ou autre. Donc, je pense que oui, il y avait déjà une volonté, c'était pas encore dans la mentalité ou le réflexe, je dirais, de tous les partis, vraiment de se consacrer, de mettre des énergies à trouver des femmes. Ça commençait, là. Peut-être avant d'aller dans le détail de ça, je voulais savoir c'est quoi qui était l'inspiration de derrière la création de cette série balado? En fait, on avait depuis un moment l'idée de lancer notre chaîne balado pour pouvoir, comme je l'ai nommé, on a plusieurs projets en cours sur différents sujets. Puis, c'était une façon pour nous de transmettre de l'information, de diffuser à grande échelle nos projets, tout ce qu'on produit à la table de concertation. Donc, l'idée de la chaîne balado était déjà sur notre table de travail. Puis,
l'idée vraiment de femmes et politique, donc de traiter de l'implication des femmes en politique dans notre région, c'est venu dans la dernière année, surtout avec mais en fait, le sujet revient souvent dans l'actualité. On parle souvent quand il y a des élections de parité, de comment on peut rejoindre plus de femmes, comment on peut aller recruter plus de femmes candidates pendant les élections. Puis vraiment, dans la dernière année, il y a eu, on a constaté une vague de démissions de femmes élues au niveau municipal et au niveau provincial. Donc, on trouvait que c'était un bon moment pour se pencher sur la question, puis aller vraiment sur le terrain, parler avec ces femmes-là qui sont impliquées à différents niveaux et voir qu'est-ce qu'elles vivent aujourd'hui en politique. Fait que c'est du bon vouloir, un peu comme l'intimidation, un peu comme la violence verbale, un peu comme de la violence physique, peu importe ça, il arrive un moment où si on n'est pas marqué au fer rouge, si c'est pas physique, s'il n'y a pas de traces, c'est qui s'occupe de ça? Ouais. Est-ce que... et ça, c'est beau de faire des lois, mais on banalise le fait que, OK, il n'a pas respecté la loi, un tel, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, est-ce que vous avez eu comme un critère de sélection, j'imagine que c'est parler aux femmes, mais est-ce que ça a été difficile justement de trouver, parce que c'est sûr qu'on n'a pas forcément un portrait clair des fois du nombre d'hommes, de femmes qui sont impliqués en politique, mais est-ce que c'était quelque chose qui était plus un défi? Ben c'est sûr que ça varie, le nombre d'hommes et de femmes qui sont impliqués en politique, dépendamment des niveaux, des paliers gouvernementaux. Si on parle plus au municipal, il va y avoir moins de femmes. L'atteinte de la parité est encore à travailler, mais si on parle au niveau provincial, ben on arrive dans une zone paritaire où il y a à peu près, on est dans une zone où il y a à peu près autant d'hommes et de femmes élus. Il y a encore du travail à faire. Mais on se situe dans cette zone-là. Donc, c'est sûr que ça dépend vraiment des paliers de gouvernement. Mais dans le recrutement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'aller chercher des profils qui étaient différents parce que l'implication politique, c'est vraiment très large. On pense souvent justement à la politique électorale, aux élections. Donc, on pense aux élus quand on pense à l'implication politique, mais il y a beaucoup de façons de s'impliquer politiquement et d'être engagé dans sa communauté. Puis, c'est ça qu'on a voulu faire avec le projet, c'est d'aller chercher des femmes qui sont aussi des militantes, qui s'impliquent dans des groupes citoyens, qui font des mobilisations, qui sont aussi plus issues des mouvements sociaux. Donc, à ce niveau-là, on a voulu élargir un peu la vision de c'est quoi l'implication politique. Je te dirais que le recrutement a été assez facile. Les femmes ont répondu rapidement à l'appel. Je pense qu'il y avait vraiment un engouement pour venir parler de leur expérience. Puis, c'était vraiment très, très riche ce qui en est sorti. Là. Parce que la ministre de la Condition féminine, c'est encore quelqu'un qui est appuyé par un secrétariat à la Condition féminine, mais qui n'a pas de portefeuille, qui n'a pas de ministère comme tel. Donc, sa prise de décision ou son pouvoir décisionnel est quand même amoindri dans un conseil des ministres. Il faut que tu ailles cogner à chaque porte de tes collègues pour faire valoir tes points et tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait encore renforcer, je crois, nos outils au gouvernement pour donner plus de poids. Pour citer quelques exemples, là, pour que les gens aient un peu un aperçu de quoi on parle, je sais que dans vos 2 premiers épisodes, vous avez choisi Mégane Perry-Mélançon, je crois, et Charlotte Guédussault. Est-ce que c'était, j'imagine, une stratégie justement pour montrer ce dont tu viens d'expliquer un petit peu là? Oui, c'est ça, tout à fait. C'était vraiment pour mettre le contraste et de dire, bon, ben il y a Mégane Perry-Mélançon qu'on connaît bien, qui est beaucoup dans la sphère publique, qui a été députée de la circonscription de Gaspé, qui est encore impliquée au Parti québécois, et aussi une personne comme Charlotte qui est super impliquée dans sa communauté, qui a été militante aussi, militante solidaire, mais qui est très impliquée dans ses implications citoyennes. On voulait vraiment mettre la table avec ces 2 portraits-là qui sont différents, mais qui sont très complémentaires dans ce que c'est l'implication au féminin en politique. Peut-être juste pour revenir un peu sur l'impact sur la communauté. Donc, comment est-ce que vous voyez quel type d'impact ça peut, enfin, l'impact ou l'influence que ça peut avoir bon, ça peut être la perception de la politique, mais aussi d'engagement des femmes dans la communauté. Comment est-ce que, dans le fond, le retour que vous avez déjà avec ce que vous avez fait?
le but, c'était d'aller susciter l'intérêt, puis peut-être d'aller de montrer qu'il y a différentes façons de s'impliquer, donc peut-être d'aller susciter l'intérêt de certaines femmes à aller s'impliquer en politique, que ce soit à différents niveaux, comme on l'a nommé. Mais le retour qu'on a, c'est vraiment que ça donne cet élan-là de se lancer, puis cette envie, en fait, d'aller peut-être poursuivre certaines fonctions ou certains rôles politiques qui n'étaient pas nécessairement dans la mer, parce qu'il y a des choses, il y a des défis qui sont ressortis de ces entrevues-là, mais il y a aussi plein de belles choses. Puis je pense que c'est important de le nommer, c'est qu'il y a une passion vraiment qui est partagée par les femmes qui sont dans ce balado-là. Et je pense que ça, c'est transmis aux auditeurs, auditrices. Et je pense que ça peut donner vraiment envie aux femmes d'aller plus loin, de peut-être poursuivre quelque chose qui était déjà en train de mijoter en elles. Puis peut-être d'écouter ces récits-là peut donner envie aux femmes de s'impliquer davantage. Et je l'ai toujours dit publiquement, pendant plusieurs mois, depuis de mes débuts en politique, comme chaque femme, comme je te disais, chaque femme qui arrive dans des métiers non conventionnels, je l'ai accepté, ça. Mm-hmm. Je me suis pas défendue tout de suite au premier cri, au premier haussement de ton. Puis si on voulait parler un petit peu du futur de la série avec justement est-ce que vous voulez aller au-delà des 10 épisodes initiaux ou est-ce que c'est quelque chose qui vous voulez reproduire sous une forme peut-être à d'autres types de sujets? C'est sûr qu'on l'a pensé pour une saison, une seule saison, mais s'il y a un engouement, c'est sûr qu'on aurait pu faire des entrevues à l'infini. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées dans notre région. S'il y a de l'engouement pour une deuxième saison, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on s'en tient à cette saison-ci. Puis notre chaîne Balado va se poursuivre. On a encore des projets, on a plein de projets en tête qu'on veut poursuivre sous format Balado pour une saison 2, peut-être une saison 3 également. Mais ce sera peut-être sur différents sujets. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Comme tu disais, il n'y a peut-être pas que des défis, mais j'imagine qu'il y a aussi des points positifs là-dedans. D'un coup de cœur, toi, que tu as entendu ou de quelque chose qui t'a marqué principalement dans cette série-là? Une chose positive? Oui, on va parler peut-être, des joies, par exemple. Je pense qu'un des points très positifs qui est ressorti des entrevues, qui est partagé par l'ensemble des femmes avec lesquelles j'ai discuté, c'était vraiment cette passion-là pour le service à la communauté, puis cette grande fierté qui ressort de ce travail-là qui est fait. Je pense que c'est vraiment un point positif et quelque chose qui les amène à poursuivre leur travail et leurs implications politiques parce que c'est quelque chose qui les amène vraiment plus loin. Puis ça leur procure une grande, grande fierté de faire ce travail-là. C'est un travail qui peut être très difficile. Il y a beaucoup de travail invisible en politique, beaucoup de travail bénévole. C'est des longues heures. Donc, ça peut être très demandant, mais je pense que la récompense est vraiment là. C'est qu'on a l'impression, elles ont l'impression de changer les choses pour les personnes dans leur communauté. Puis ça, c'est très gratifiant. Et j'avais une dernière question justement sur la partie de l'accessibilité. Je savais pas est-ce qu'aujourd'hui, on se parle, c'est difficile peut-être plus pour une femme peut-être d'accéder à ce rang politique-là, parce que il y a moins peut-être que les gens sont peut-être un peu moins informés ou qu'il y a peut-être un peu moins d'élan, ou c'est parce qu'il y a aussi un défi, une opposition à ça peut-être. Est-ce que tu peux plutôt projeter de voir d'où ça vient un petit peu avec tout ce que tu as entendu dans les entrevues, les balados? Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a des défis qui sont particuliers aux femmes pour l'implication politique parce que les femmes sont encore aujourd'hui en grande majorité celles qui sont les premières pourvoyeuses de soins pour leur famille, les proches, les malades, les enfants. Donc, elles sont les premières à être aussi en grande majorité les proches aidantes. Donc, elles multiplient un peu les rôles en tant que mère, proche aidante, conjointe, amie, qui font en sorte que ça peut être compliqué de se lancer en politique parce qu'on sait que c'est un travail qui est très, très demandant. C'est des heures aussi qui sont très demandantes. C'est un travail, la politique a été pensée pour et par des hommes initialement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour inclure les femmes,
Mais ça reste que c'est un monde qui est difficile à intégrer. Puis je pense que cette multiplication des rôles rend la chose plus complexe pour les femmes. Donc ça, c'est un défi qui est nommé puis qui est partagé par plusieurs des personnes qui font partie du balado. Mais il y a plusieurs choses qui sont faites aussi. C'est quand on pense à la halle garderie qui a été mise en place à l'Assemblée nationale, qui est quand même un gros pas en avant. Donc, il y a quand même des accommodements qui sont en train de se mettre en place. C'est toujours, tout est perfectible, mais c'est ça. Puis je pense que la façon d'aller recruter aussi les femmes, c'est différent. Les femmes vont avoir tendance à plus douter de leurs capacités. Le démarchage, ça a été nommé à plusieurs reprises aussi, le démarchage est différent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, tu sais, comment qu'on approche les femmes pour leur donner envie de venir en politique, puis aussi leur présenter un portrait qui est réaliste. Puis c'est un peu ça le but aussi du balado, c'est de montrer des histoires qui sont réelles, de femmes qui sont impliquées en politique et de pouvoir, pour les personnes qui auraient envie de se lancer, ben de voir, OK, c'est quoi la réalité quand que je vais devenir candidate pour tel parti ou quand que je vais peut-être être élu député ou quand je vais m'impliquer dans tel mouvement, tu sais, d'avoir vraiment un portrait réaliste de qu'est-ce que ça peut signifier pour après ça se lancer puis pas non plus avoir de trop grosses surprises. Oui, de voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Mm-hmm. Mais justement, j'espère qu'on a donné le goût aux gens qui nous écoutent d'aller en écouter plus pour ceux qui n'auraient pas eu accès encore à ces balados-là. Ma dernière question, c'est comment est-ce qu'on a accès justement à cette série-là? Oui, mais notre chaîne s'appelle Autour de la table, puis elle est disponible sur toutes les grandes chaînes balado, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. C'est très, très large. Sur notre page Facebook, on a le lien qui nous permet d'aller sur toutes les plateformes sur lesquelles elle est diffusée. Mais sinon, si les personnes sont à l'aise avec les plateformes balado, elles peuvent juste aller sur leur plateforme préférée, puis écrire Autour de la table, puis ils vont nous trouver. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Les enjeux de l'heure pour la ville de Chandler sont nombreux, voire délicats pour certains. À titre d'exemple, la municipalité devra procéder le 7 juillet prochain à une vente pour défaut de paiement de taxes, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, selon le maire Gilles Darèche, qui admet que ce n'est pas un exercice facile à faire. Lors de notre entretien mensuel, tenu à ses bureaux de l'Hôtel de Ville, nous avons aussi traité du problème de stationnement autour du centre sportif Clément Tremblay, qui a mené à des contraventions et le manque de logements, entre autres. Voici mon reportage. Bonjour. Bonjour. Donc, on a plusieurs sujets. Ce mois-ci, d'abord, à la dernière séance municipale, il y avait deux points à l'ordre du jour sur lesquels on voulait revenir. Concernant les taxes municipales, enfin ceux qui n'ont pas pu payer leurs taxes, il arrive des conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il y en est en fait? Bien, ça fait depuis 2018 ou 2019 qu'il n'y a pas eu de vente pour taxes là, à la suite de non-paiement pour les taxes. Évidemment, on sait que c'est difficile pour tout le monde quand arrive cette période-là. Il y a d'autres dépenses, évidemment, dans la vie qu'on doit assumer, mais le compte de taxes en fait partie. Donc, il n'y a pas eu de vente pour taxes depuis, je pense, 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Il y a eu la COVID à travers, puis ils n'ont pas pu en faire, mais cette année, ils vont en avoir une. Donc, les gens qui ne pourront pas quitter leur facture de taxes, mais malheureusement, ils vont avoir une vente pour taxes. Mais ceux qui avaient déjà pris des engagements avec la Ville, parce que c'est possible de prendre des arrangements avec la Ville pour payer au mois ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une possibilité. Sauf que ceux qui avaient déjà pris des engagements avec la Ville et qui n'ont pas respecté leur engagement, parce que ça arrive des gens, des fois, qui vont s'il y a un engagement avec la Ville, mais ils vont payer un mois, 2, puis après ça, ils ne payent plus. Donc, je pense que ces personnes-là ne pourront plus prendre d'argent. Ils devront acquitter leur compte de taxes là, au complet. Donc, c'est sûr que ça va être difficile, mais le seul moyen, peut-être, c'est d'aller dans une institution bancaire, mais il n'y aura plus de possibilité de prendre un arrangement avec la Ville s'ils n'ont pas respecté leur engagement précédent. Quelles sont les échéances? Et je pense qu'il y a une publication officielle qui va être dans les journaux. Comment ça fonctionne? Oui, absolument. Nous, la vente pour taxes aura lieu le 7 juillet.
Donc, on sait que les comptes de taxes vont sortir en mars. Donc, il y a une possibilité pour ceux qui ont des difficultés de venir prendre l'arrangement avec la Ville, évidemment. Mais comme je dis, simplement, ceux qui n'ont pas été capables de respecter leur engagement antérieur ne pourront pas prendre d'arrangement avec la Ville. Dernière question à se grossir. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ça concerne? Non, j'ai pas le nombre et j'ai pas... Personnellement, je veux même pas avoir les noms, moi, personnellement. J'aime pas ça, avoir les noms de ces gens-là. J'aime pas la situation, mais c'est une situation qui fait partie du travail, évidemment. C'est jamais facile. C'est jamais facile, on doit l'assumer, mais moi, je veux pas savoir si un monsieur ou une madame n'ont pas payé leurs taxes. C'est l'administratif qui va faire la job, évidemment, mais c'est comme ça. Donc, on sépare clairement l'administratif du politique, évidemment. Oui, absolument. Dites-moi, deuxième sujet, stationnement, semble y avoir un problème du côté du centre sportif. Oui, bien, quand on parle de stationnement face au centre sportif Clément Tremblay, c'est sûr que c'est une des rues les plus étroites de la ville de Chandler. On a, l'année passée, suite à une demande des gens de la rue de la Famille, qui est la rue face à l'Arena, et la rue Jacques-Cartier également, qui est à côté, les rues avoisinantes, c'est des petites rues. Donc, on sait que les services, genre ambulance, pompiers, quand ils ont à se déplacer pour aller dans ces rues-là, ben c'est étroit. Donc, on sait que 5 minutes d'ambulance perdue, on peut perdre une vie avec ça. Donc, nous, on a eu des demandes pour libérer, de ne pas accorder de stationnement du côté sud de la rue de la Famille. C'est ce qu'on a fait. On a passé une résolution pour interdire le stationnement du côté sud. Et on a mis des affiches là. Mais malheureusement, dans les tournois ou dans les événements qui se passent à l'Arena, il y en a qui stationnent quand même là, même si nos affiches sont là. Nos affiches, on va revoir si on peut mettre quelque chose de plus visible, par contre, mais il y a quand même 2 affiches là. On met là, dans les événements principaux des barricades de bois, dans le fond, pour interdire les gens de... Apparemment, quand on a puis oui, il n'y en avait pas. Moi, mon monde me dit qu'il y en avait, mais c'est à vérifier. On l'annonce pendant les parties que le stationnement est interdit. Donc, nous, on a répondu à un besoin de la population. Dans ces rues-là, évidemment, il y a des personnes âgées également. Donc, c'est à risque. Puis, on sait que notre station d'ambulance, c'est-à-dire la caserne d'ambulance, est sur le Monseigneur-Ross. C'est facile pour eux de partir de là pour se rendre à cette rue-là en passant par la rue de la Famille. C'est plus rapide. Mais s'ils ne peuvent pas passer, parce que quand il y a des voitures des deux côtés, même une voiture ordinaire comme moi, je ne peux pas passer. C'est trop étroit. Donc, l'ambulance ne pourra pas passer. Puis, ils vont être obligés de virer de bord, puis partir par la 132. Puis, ça peut avoir des conséquences sur une vie, là. Donc, il y a eu des amendes? Il y a eu des contraventions de données, il y a 16 en tout, là, sur 2 jours, 9, une journée, 7 l'autre. C'est déplorable pour les gens qui ne savaient pas, malheureusement, ou qui n'ont pas vu les affiches. Bon, on va tenter, nous, de notre côté, on a eu une réunion hier matin là-dessus pour rendre la visibilité de nos affiches d'interdiction de stationnement plus évidente, plus voyante et plus efficace. Les montants varient de quoi à quoi? Ben, on parlait, il y a un monsieur qui était à une réunion hier, je pense que lui c'est 88 $ et ça peut varier entre 80 $ et 110 $, mettons, à peu près. C'est très malheureux, tu viens à un match de hockey. Il y a des gens à l'extérieur qui ne savent pas non plus. Là. Parce que nous, on en a parlé à nos réunions du conseil, on en a parlé également à la radio de 96.3, on en a parlé un peu partout, sur le site de la ville également, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui ne savaient pas, qui sont stationnés là malheureusement. Si nos affiches ne sont pas assez visibles, on va les rendre visibles plus, puis on va en ajouter, puis on va faire en sorte qu'on donne le plus d'éléments possible. Si les gens, apparemment qu'il y aurait des gens qui auraient déplacé les barricades pour se stationner, bien là, on peut pas se contrôler là. C'est pas la première fois que ça arrive ou c'est une première? C'était arrivé l'année passée, moins que il n'y en a pas eu autant qu'au tournoi Pee-Wee, là, Atom et Pee-Wee cette année, c'est 2 journées 16, c'est beaucoup. OK, d'accord. Et dernière question là-dessus, les gens ont combien de temps pour le payer en fait? Mais ça, je ne sais pas. OK, d'accord. Je sais pas. C'est l'administratif oui, qui s'en occupe. Oui. Parlons de logement. Ça fait partie d'un problème à l'échelle du Québec, sinon du pays. Ici à Chandler, je vais voir avec vous, là, est-ce qu'on a un problème de logement ou pas? Et si quelqu'un vient ici s'installer, comment il peut... par qui doit-il passer, cette personne-là, pour trouver un logement? Bien, c'est difficile, hein? C'est difficile parce que oui, quand on dit un problème à la grandeur du Québec, oui. Et Chandler va y toucher également, comme Gaspé l'est, et Grande-Rivière et les autres. Moi, j'ai beaucoup d'appels ici. On essaie en urgence d'installer des gens quelque part, mais c'est de plus en plus difficile. Il y a des gens qui m'appellent, qui habitent chez leur mère, des couples qui sont obligés de déménager chez les parents, chez des amis. Il n'y a pas de logement. Nous, ce qu'on fait, c'est
on sollicite beaucoup les gens d'affaires et les gens d'affaires de plus en plus nous demandent de l'information sur nos terrains disponibles. On est en train de rendre des terrains disponibles pour la construction de logements, mais il faudrait vraiment, on a un bon membership là, au niveau des gens d'affaires ici dans notre MRC, mais il faudrait que ce soit ces gens-là qui investissent. Là, présentement, là, on a quand même des communications avec des gens qui s'informent et qui devraient venir dans les prochains mois là, voir la disponibilité de nos terrains pour construire justement des blocs à logement. Et ça ferait l'affaire. Nous, on aimerait avoir des édifices à logement ou abordables. On parle pas de 12 et de 1500 pièces par mois, mais je dirais entre 650 et 9, si c'est possible, si c'est réalisable aujourd'hui en 2024, parce que les matériaux, on parle de 225 000 par porte quand on construit un bloc à logement. Donc, c'est dispendieux. Le propriétaire, écoutez, mais moi, j'espère qu'on va avoir du développement là-dessus. Ça va en prendre du logement, c'est un problème à la grandeur du Québec. Puis, moi, il y a des gens qui m'ont appelé qui dormaient dans leur voiture. Je trouve ça, avant les fêtes, c'est extrêmement malheureux. Je me suis organisé, j'avais des contacts, puis on a essayé de les relocaliser à des places. Oui, j'ai réussi à le faire, mais c'est pas toujours qu'on peut. C'est malheureux pour ces gens-là. Puis, il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Ça va prendre des initiatives gouvernementales pour mousser un peu la construction de ces logements-là. Évidemment, à 225 000 par porte, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont vouloir construire. On s'entend là-dessus, parce que la rentabilité n'est pas là. Ça va prendre, je pense, une compréhension des gouvernements, puis je pense qu'il faut suivre ce qui a été annoncé. Moi, j'ai demandé des précisions là-dessus à notre député. Là. Je devrais avoir des réponses bientôt sur les subventions possibles pour ceux qui voudraient investir. Donc, j'ai besoin d'une réponse claire pour leur dire, parce qu'ils me demandent la question, mais je n'ai pas encore eu la réponse des gouvernements maintenant. Donc, on attend évidemment les deux projets dont on a déjà parlé, mais en plus, la question que je voulais juste ajouter pour fermer ce bloc, si moi, je cherche un loyer, un petit loyer, là, un 2,5, un 3,5, un 4,5 à Chandler, est-ce que c'est difficile pour moi? Est-ce qu'il y en a Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que, en exemple de ça, on a des travailleurs qui viennent d'autres pays, qui sont venus dernièrement, des infirmiers et infirmières, puis ils vont être dans les problèmes là, bientôt, là, parce qu'ils doivent sortir de leur logement. C'est pour ça aussi que moi, dans les derniers mois, j'ai fait en sorte d'interdire pour un bout de temps la demande d'Airbnb. Location à court terme, j'ai demandé de plus donner aux gens d'urbanisme de ne plus donner de permis pour une certaine période au niveau des... Parce que ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'une maison qui se vend présentement, pour un exemple, une maison qui était vendue à Port-Beau, des gens de l'extérieur, de Montréal ou de Québec, qui sont allés sur Internet, ils ont vu qu'il y avait une maison à vendre à Port-Beau, ils ont acheté la maison, ils ont demandé un permis pour Airbnb, donc ils vont la louer à la semaine. Ça empêche une famille de s'installer dans une maison qui était disponible à Port-Beau. C'est pour ça que moi, là, j'ai mis un frein là, au Airbnb pour un bout de temps à Chandler. Je considère qu'on en a pas mal pour le tourisme. On peut se débrouiller. Et pour les travailleurs qui viennent, mettons, à l'hôpital ou au centre de santé, on en a. Maintenant, il faut penser aux familles aussi qui n'ont pas de place à habiter. Là. Puis, si une maison se vend, ça se vend pour devenir Airbnb, on n'aura jamais de logement pour nos familles. Moi, j'ai demandé là, qu'on interdise là, pour un bout de temps les demandes de permis. D'accord. Dernier sujet, financement politique, c'est sur la place publique, la controverse avec le gouvernement, la CAQ et ses ministres qui, pour qu'un maire puisse rencontrer un ministre, on demande un déboursement de 100 $. Il y a eu plusieurs cas qui ont été révélés sur la place publique, en toute légalité, il faut le dire. Sauf que la multiplication des cas a fait que le gouvernement a dû reculer et a décidé, lui, que le financement s'est terminé. Vous, comme maire, qu'est-ce que vous avez vécu dans ce genre de situation ou pas depuis que vous êtes au pouvoir? Non, ça ne m'est pas arrivé. Évidemment, on n'a pas... Le seul ministre que j'ai rencontré, moi, c'est Mme Leboutillier, là, qui est venue nous voir, c'est au fédéral. On est venu nous voir dans sa visite ordinaire. On n'a pas demandé une rencontre spéciale. On s'est rencontrés 2 fois depuis que je suis en poste. Bien sûr, on rencontre notre député au niveau de la CAQ, provinciale, donc on n'a pas... Des ministres provinciaux? Non, quand on les rencontre, évidemment, il y a eu plusieurs rencontres, là, sur la quai de Newport, par exemple, mais c'est une annonce qu'il y avait à faire, c'est pas une rencontre, là. On n'a pas été sollicité à payer un montant pour les rencontrer, là. Donc, dans votre cas, il n'y a jamais eu... Dans mon cas, ça ne s'applique pas. Merci, M. le maire. Plaisir. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture. Le musée de la Gaspésie est riche en documents et pour qui s'intéresse à la culture et à l'histoire de notre région, trouvera pâture à sa curiosité. À titre d'exemple, lors de notre passage, nous avons eu accès aux plus vieux documents de l'établissement qui surplombe la baie de Gaspé, datant de 1776. Un document exceptionnel qui appartient au Robin et qui recense la quantité de poissons pêchés dans le secteur de Percé. Non seulement ce musée a un centre d'archives exceptionnel ouvert au public, mais aussi des salles d'exposition. Dans l'une de ces salles, le visiteur est convié à voyager au cœur de l'histoire de la Gaspésie à travers les siècles, des Micmacs à la Bolduc, par l'entremise d'une exposition permanente à couper le souffle. Ainsi, dans le cadre de ce reportage, vous entendrez tour à tour Gabrielle Leduc, coordonnatrice à la direction générale du musée, qui traitera des activités en cours et à venir, suivie de Marie-Pierre Huard, archiviste au Centre d'archives. Voici mon reportage. Moi, c'est Gabrielle Leduc, coordonnatrice à la direction générale au Musée de la Gaspésie. Alors, dites-moi, on est au Musée de la Gaspésie aujourd'hui. Il y a une boutique derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? C'est des artistes et des artisans locaux et régionaux, 100% gaspésiens. On peut retrouver du textile, de la vaisselle, des bijoux, des toutous, des livres. Donc, on a vraiment une panoplie d'objets, mais 100% gaspésiens. Génial. Dites-moi, il se passe quelque chose cet hiver, vous avez plein d'activités, parce que les gens peut-être pensent que des fois le musée, c'est ouvert juste l'été. Au contraire, vous êtes ouvert l'année. Oui, tout à fait. On est ouvert à l'année. Et justement, pour faire mousser un peu notre période hivernale où c'est un peu plus tranquille, on a une programmation culturelle qui est expressément dédiée à la population locale, notre public de proximité. Donc, on parle présentement de ce qui s'en vient, entre autres en février, la journée hivernale d'antan. Donc, une journée complète à l'extérieur où on va retrouver de la luge, de la pétanque sur neige. Il va y avoir des petits ateliers, un bingo. Le hall se transforme en chalet. Donc, on invite vraiment là, tous les gens à venir participer à cette journée-là. Puis la première, une nouveauté de cette année aussi, c'est la première édition de notre tournoi. Donc, construction de luge, course de luge avec celle-là, concours de pétanque. Donc, vraiment, là, il y a une belle programmation pour cette journée-là. Donc, ça s'adresse à toute la famille? Puis oui. À quoi? À la pointe de la Gaspésie, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. C'est sûr que, dans le fond, c'est peut-être un peu loin pour se déplacer là, quand on vient de Bonaventure, mais vraiment, là, le musée est vraiment ouvert à la population régionale. Ça, c'est pour les activités. Donc, vous avez aussi des expositions qu'on va aller voir. Oui. À l'instant, vous et moi, pour que les gens découvrent ce que vous avez à présenter. Oui. Alors, Gabrielle, on poursuit. Oui, donc nous sommes dans l'exposition permanente à la Confluence des mondes où les visiteurs vont découvrir la Gaspésie de 380 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et on fait le tour de façon chronologique. Il y a des îlots immersifs interactifs où les gens peuvent entrer et déclencher les animations technologiques. Génial. C'est un monde de découverte, c'est une fenêtre sur notre histoire. C'est sur une fenêtre sur l'histoire de nous, les Gaspésiens, mais aussi à travers le temps. Oui, tout à fait. Puis l'exposition permanente, c'est vraiment ce qu'on a mis de l'avant, de vraiment situer la Gaspésie, comment on était à l'origine de beaucoup de choses, comment on était une connexion sur le monde extérieur avant même le reste du Canada. Oui, parce que notre histoire est riche, à date de millions d'années, on le sait. Oui. Sur le plan de la géologie, du moins. Oui. Mais dites-moi, particulièrement, cette exposition, elle se démarque de quelle manière, si vous aviez à dire, par rapport à d'autres expositions permanentes dans cette dynamique? En quoi on se démarque? Je dirais qu'avec à la Confluence des mondes, oui, on a réussi à marier, mais de façon, d'une très belle façon, la technologie et l'exposition traditionnelle. Donc, on retrouve plus de 250 artefacts, hein, mais il y a aussi un volet très technologique, très avant-gardiste, qui permet justement aux visiteurs d'avoir une expérience variée, que ce soit pour les plus jeunes, pour les plus vieux, si vous aimez beaucoup les textes, si vous aimez moins les textes. On a intégré plusieurs médias de diffusion à l'intérieur même d'une exposition. Cette exposition permanente, elle est donc disponible à l'année. Permanente, ça le dit? Oui, permanente, puis dans le fond, elle a une durée de vie de 10 ans.
Puis elle a été inaugurée en 2021. Donc, normalement, là, elle devrait être là jusqu'en 2031. Dernière question sur l'exposition permanente. Pour la constituer, ça prend des experts, ça prend des historiens, probablement des anthropologues, probablement des comités d'experts qui ont dû mettre tout ça en place, des dons peut-être, je ne sais pas. Comment on fait pour mettre ça en place, avec combien de gens ça peut mobiliser? En fait, pour une exposition de cette envergure-là, c'est ma collègue qui est à la conservation, donc la conservatrice, la technicienne en muséologie qui ont d'abord monté le projet. Il y avait aussi le conservateur de l'époque, Jeannot Bourdage, qui a instigé en fait l'origine du projet. Oui. Mais ensuite de ça, on va s'associer des firmes de chargés de projet pour la conception du mobilier, ensuite toute la création du contenu technologique. Donc, ça prend, là, pas loin en tout et partout, la construction, le mobilier, pas loin d'une 50aine de personnes là, pour monter une expo de cette envergure-là. Puis ça intéresse de tous âges, hein, j'ai l'impression. Oui, puis c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment notre volonté d'aller chercher tous les publics. C'est-à-dire qu'on a fait des vitrines basses, on a fait des vitrines vitrées de haut en bas pour que les plus petits visiteurs puissent avoir accès, dans le fond, un visuel intéressant. Ensuite de ça, il y a de l'animation, il y a de la lecture, il y a des codes QR que vous pouvez scanner pour poursuivre la lecture à la maison si vous êtes vraiment là, intéressé à lire davantage de textes. Génial. Oui, voilà. Dites-moi, vous voulez parler du magazine Gaspésie, peut-être? Oui, mais c'est ça. Dans le fond, pour 2024, on a toujours 3 numéros qui s'en viennent. Et cette année, on a vraiment des beaux thèmes. Donc, au mois de mars, on a l'effervescence printanière. En juin, c'est les villages perdus de l'arrière-pays, dont on va parler et mettre de l'avant. Et au mois de novembre, on a Gaspésie Inc., donc l'entrepreneuriat en Gaspésie. Bien, bravo, merci. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Marie-Pierre Huard et je suis archiviste du Centre d'archives du Musée de la Gaspésie. Eh bien, très bien. Le Centre d'archives, en fait, qu'est-ce que c'est en vos mots? En fait, le Centre d'archives, c'est un endroit où les gens peuvent venir soit consulter les livres en bibliothèque. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Que vous êtes un chercheur amateur, que vous êtes un passionné de généalogie, que vous voulez consulter aussi les documents d'archives qui sont conservés dans le magasin d'archives. Donc, vous pouvez vous présenter ici. Moi, je suis disponible en semaine pour accompagner les chercheurs. Quel genre de clientèle vient ici? Est-ce que c'est de tous âges? Oui, c'est effectivement de tous âges. Donc, vous avez des chercheurs pour des projets en particulier. Il y a des groupes d'étudiants qui viennent ici, que ce soit de la polyvalente ou du cégep. Il y a des chercheurs amateurs, des passionnés de généalogie qui veulent soit faire leur arbre ou soit des fois un petit peu pousser plus loin dans leur recherche. Bref, pour terminer, c'est un peu notre histoire qui est ici, non? C'est notre histoire, effectivement, parce que notre mandat, c'est d'acquérir, de conserver et de diffuser l'histoire et le patrimoine de la Gaspésie. Donc, nous, notre mandat, c'est de faire le tour de la péninsule, de conserver l'histoire et de le montrer au plus de gens possible. Et bravo. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Nous sommes dans la période des impôts et comme chaque année, le Centre d'action bénévole Gascon-Percé offrira le service de remplir la déclaration d'impôt aux personnes à faible revenu. En plus de cela, nous revenons sur la guignolée et les services du centre, dont la nouveauté Vie active, avec Cindy Langlois et Nancy Lefebvre, intervenantes au Centre d'action bénévole. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va revenir sur la période des impôts. On est dedans, mais avant, on va revenir sur... on n'est pas dedans encore au Centre d'action bénévole. Ça s'en vient, mais on n'est pas encore dedans. OK. Avant d'en parler, on va revenir sur Ma journée préférée? La guignolée? Oui. Ça a été un montant record cette année. Hein? On a atteint 62 000 de récoltés.
Fait que ça a été vraiment gros. Merci à tout le monde. Là, on va faire le bilan. OK? Il y a eu 309 adultes qui ont bénéficié d'un panier de Noël cette année avec cet argent-là. Hein. Puis, il y a 83 enfants là-dedans. Mais ces 83 enfants-là, ils ont eu même des cadeaux cette année. Ça, ces cadeaux-là, est-ce que ça venait des... comme par exemple, je sais qu'il y a le magasin Art, que les personnes pouvaient donner un montant ou acheter un cadeau. Que, je ne sais pas si ça participait avec le Centre d'action bénévole. Ça, c'était affilié avec, je pense, les Chevaliers de Colomb. OK? Nous, cette année, généralement, on fait appel à nos lutins, à nous autres. C'est les agents correctionnels du centre de détention de Percé. Cette année, bien oui, les Chevaliers de Colomb de Chandler ont embarqué. Fait que tous les enfants qui étaient dans les demandes ont reçu des cadeaux cette année. OK. Et par rapport à l'année passée, vous dites que c'est une année record. C'est une année record en financement. Mm-hmm. Parce qu'il faut dire que le coût de la vie a augmenté. Les épiceries ont augmenté. Fait que les bons d'achat de Noël ont augmenté aussi. Fait qu'on est allé en fonction de l'inflation. Ben, c'est le fun. Au moins, les dons ont suivi. À 100 % puis je te dirais même plus. On est allé piger dans les poches du Centre d'action bénévole pour combler certaines demandes. Parce qu'on avait plus l'argent l'argent de la guignolée. La totalité de la guignolée avait été distribuée. Mais on est allé chercher un petit peu d'argent encore dans les poches du Centre d'action bénévole pour combler les autres demandes. Donc, c'est plus de 300 demandes. C'est beaucoup pareil. On voit que C'est beaucoup, mais merci à la contribution de la population, la Sûreté du Québec, les commerçants, parce que 62 000 dans notre région, c'est magique. C'est magique pour nous autres d'avoir eu cette somme-là cette année. On y va avec les impôts? Les impôts s'en viennent. Oui. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Oui, j'ai apporté Nancy, c'est elle la pro des impôts cette année. Bien, en fait, la période d'inscription va commencer le 4 au 8 mars. C'est dans cette semaine-là que les gens vont pouvoir venir nous apporter leurs documents. Juste prendre note aussi de passer par l'arrière, là où il y avait l'entrée du comptoir vestimentaire avant. Donc, les heures pour la réception des documents, c'est de 10h à midi et de 13h à 15h. Et je répète, du 4 au 8 mars. Puis c'est vraiment important que les gens aient tout le document parce que nous, avec tous les documents qu'on va recevoir et les demandes, ça va être comme difficile de gérer à vérifier et rappeler les gens. Donc, ayez tous vos documents. Et on a de nouveaux barèmes cette année qui sont 27 000 $ pour une personne seule, maximum, pour avoir nos services. Et pour un couple, c'est 37 000 $. OK. Est-ce que vous avez tout votre monde aussi pour... Parce que je crois que c'est des bénévoles qui remplissent les impôts. Est-ce que vous avez tout votre monde ou... L'équipe est déjà... Moi, je vais y être aussi, mais on a déjà une très belle équipe là, pour faire les impôts au Centre d'action bénévole. Peut-être faire un rappel des documents. Est-ce qu'il y en a des documents qui sont oubliés des fois, puis que vous devez rappeler les gens pour leur dire... Beaucoup. Le numéro de matricule. Vous voulez dire numéro de matricule? Ceux qui ont leur propre maison, ils reçoivent leur compte de taxes, puis il y a un numéro de matricule. Là. Il est comme 16 chiffres. Il est long. Il y en a des zéros là-dedans. On l'a besoin. Okay. On l'a besoin parce que la personne âgée, Jean-Denis, qui est à domicile dans sa maison, 70 ans et plus, là, je donne un Q comme ça. Là. Ramassez vos factures de déneigement, de gazon. Ça va sur vos rapports d'impôt en maintien à domicile. C'est banal, là. J'ai la popote roulante, mettez-le, votre reçu de popote roulante. J'ai l'association Zéné, mettez-le. 70 ans et plus, là, mettez toutes. Les lunettes. Coûte cher, les lunettes, là. Ah, c'est facilement 1 000 $. Fait que ça se met sur le rapport d'impôt, ça. Ça va dans les soins. Fait que c'est automatique. Oubliez pas tout ça. Parce que la personne qui oublie ces choses-là va payer plus cher d'impôts parce qu'elle n'aura pas le droit au crédit. Puis la personne qui ne fait pas son rapport d'impôt, Jean-Denis, qu'est-ce qui y arrive? À part de dire qu'il se fait achaler par Revenu Québec, l'Agence du revenu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, là. Ça m'est pas arrivé. Moi, je peux te le dire. 65 ans et plus, OK?
je fais pas mon rapport d'impôt. J'ai plus de TPS, j'ai plus de TVQ, puis j'ai pas mon supplément de revenu garanti. Fait qu'on parle de presque 600 $ de perte par mois. Ça va dans les poches des personnes. Ouais. Fait que faites vos rapports d'impôt, c'est important. Est-ce que c'est parce que vous le voyez, ça, que vous faites pas cet avertissement-là, mais... Mais c'est la population en général. Il y a quand même un bon pourcentage là, qui ne fait pas leur rapport d'impôt, puis ils perdent. Notre TPS, elle nous appartient, on la paye. La TVQ, elle nous appartient, on la paye. Ils nous la redonnent, c'est à nous autres. Parce que nous, quand on fait les rapports d'impôt, en fait, c'est de l'année courante, mais ça se voit quand même assez régulièrement des gens qui nous appellent pour dire « Mais depuis telle année, je ne les ai pas faits, est-ce que c'est possible de mettre à jour? » Nous, ça, on ne le fait pas. On fait vraiment l'année courante. Mais ça arrive souvent, par contre, qu'il y a des gens qui sont en retard dans leur processus de faire leurs impôts. Là. Mais c'est dommage. Il faut vraiment le faire. Ça, c'est plus... je crois qu'on est rendu dans les amendements, rendu là, de devoir revenir, faire les impôts, revenir en arrière. Là, mais là, il faut aller consulter plus comme à HR Bloc, fait que les gens vont dépenser plus de frais. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de les faire à jour. Là. Puis fouiller dans nos papiers là, de 5 ans passés, là. Je ne sais pas, vous autres, là, mais moi, c'est infernal, fouiller dans des papiers. Là. Ah, même juste de l'année qui suit, là, c'est infernal. Fait que j'imagine de 5 ans, il faut que je retrouve ma facture de ci ou de ça, de 5 ans passés. Il y a des pertes, là. Fait qu'il faut le faire à tous les ans. De toute façon, je ne sais pas combien ils sont rendus à HR Bloc. Là. Je le sais pas. Mais par rapport au service que vous offrez, je pense que c'est préférable. Là, surtout, vu que vous vous adressez à quand même des personnes à faible revenu, oui. Ben, je pense que c'est pas mal préférable d'être à jour avec vous autres. Oui, c'est mieux. Puis les gens, ils ont ce qu'ils doivent recevoir. Quelque chose qu'on devrait rajouter concernant les impôts? On va répéter les dates. Du 4 au 8 mars, de 10h à midi, je m'excuse, et de 1h à 3h. Mais vous allez être accueillis aussi par des bénévoles. Là. Quand vous allez passer par la porte où il y avait le comptoir vestimentaire, il y a un processus, il va y avoir des bénévoles qui vont recevoir vos papiers. On va vous prendre, c'est confidentiel, donc dans un petit coin, on va remplir les documents. Après ça, bien, ça va être le processus de débuter les rapports d'impôts. Et puis en mai, les gens vont pouvoir revenir au bureau, chercher les rapports d'impôts, parce qu'on ne les emmagasine pas. Oui. Les gens doivent venir chercher leurs rapports d'impôts parce qu'on n'a pas le droit de les garder. Et il faut les conserver. Avant, c'était, je pense, 5 ans, mais je crois que c'est rendu plus long à cette heure. 7. Fait que gardez vos rapports d'impôts, puis si vous les faites faire au Centre d'action bénévole en mai, revenez les chercher, parce que sinon, on ne peut pas les garder, on doit les détruire. Oui, on fait un rappel. On l'a fait l'année passée aussi. Là, on a tous rappelé les gens qui n'étaient pas venus les chercher pour leur mentionner de passer, justement pour les prendre, parce que nous, après, on a une date limite et on va devoir les détruire. Fait que si vous passez après, c'est trop tard. C'est la loi de la confidentialité. Vraiment... Dans le fond, c'est du 4 au 8 pour aller porter les documents. 4 au 8 mars. Oui, mars. Vous parlez d'une date limite pour venir les récupérer. C'est quoi cette date-là? On va la donner quand ils vont venir, on va leur dire. Mais généralement, c'est des premiers jours demain. Demain. OK. Vie active, vous m'avez parlé de ça tout à l'heure. Oh, quel beau projet. Quel beau programme. Ça, c'est nouveau de cette année? Oui. Pour ici, dans MRC, là, oui, c'est nouveau de cette année. On a suivi une formation, Nancy et moi, par la santé publique, qui, Vie active, c'est des séances d'exercice avec des thématiques. Donc, cette année, ils ont pris la thématique des saisons. Fait que je peux être... comme là, moi, j'ai fait beaucoup l'hiver, là. On va faire des lancers de balles de neige. On fait semblant, hein? C'est des thématiques. On est en dedans. On lance des balles de neige, on fait l'ange dans la neige. Je suis la seule à pouvoir me coucher à terre, à sortir le fond debout. C'est plus dur. Les exercices peuvent être faits assis, debout, même à l'ité. Au lit, on est capable aussi. Puis on les a toutes faites, les exercices. On les a essayés comme si on marcherait avec une canne. On les a essayés comme si on marcherait avec une marchette. On les a essayés de tout et ça. C'est vraiment le fun. Moi, ça fait quand même 5 séances que je fais dans un HLM à Percé. Et quel après-midi qu'on a. Moi, je termine ça, je suis trempe en nage. Parce que oui, c'est demandant. Parce qu'on fait un 5 minutes de réchauffement.
Comme l'été, là, on va aller à la plage, on va secouer notre serviette, on va se mettre de la crème solaire. Hein? Après ça, ben là, on va jouer au volleyball ou ben non, on va se mettre à courir dans le sable. Fait que là, on va faire un peu plus de cardio. Puis on finit assis sur la plage à regarder la mer, en détente. Vous avez parlé de CHSLD, ça s'adresse à... Non, HLM. HLM, OK. Oui. Ça s'adresse à qui, ce programme-là? Vie active, moi, je dis que ça sauve à tout le monde. Là. Mais moi, en tant qu'ITMAV, moi, en tant qu'ITMAV, c'est dans les HLM que je vais les faire. Nancy, elle, c'est avec les bénévoles qu'elle va faire ça, au Centre d'action bénévole. Moi, je vais dans leur milieu, fait que je vais dans leur salle commune, on est en moyenne 6. Parce que ça prend de l'espace, là, parce qu'il faut qu'on bouge. Fait que ça prend des bras de chaque bord, parce que sinon, mais je fais ça, je vais fesser ma voisine. Fait que c'est vraiment, vraiment drôle. Moi, j'ai acheté des balles de neige, Jean-Denis, au Dollarama, là, pour les enfants, là, pour jouer dans les garderies. Là. Ouais. Mais je sais pas si tu le sais, mais ça se lance pas, ces affaires-là. Là. Mais c'est le fun. 2 minutes de ça intense, là, ça en fait du cardio pour une personne âgée. Ah, j'imagine. Ils sont plus en forme que nous autres. Vie active, ça leur permet de garder un très bon équilibre. Moi qui n'en avais pas, j'en ai maintenant. Je ne l'ai pas à 100%, mais j'en ai. Ça leur permet d'avoir une souplesse qu'ils ont pu. Les personnes âgées, ils sont portés à regarder sur le divan, à regarder la télé trop longtemps. Fait que les muscles, ils se ramollissent, s'endorment. Fait que vie active, c'est léger. C'est des exercices qu'on... Je demande pas d'ouvrir les cuisses grandes de même tant qu'ils sont capables de les ouvrir de 10 cm. C'est son rythme, c'est son rythme. Si elle est capable de l'ouvrir à 90 degrés, sa jambe, tant mieux. Mais si elle n'est pas capable, mais le peu qu'elle fait, elle le fait. Je vois des grandes différences chez les aînés. Vous parlez des HLM. Dans le fond, vu que c'est pour les aînés, est-ce que c'est les RPA? Les résidences pour personnes âgées? Il y a des gens qui font des RPA. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je ne suis pas encore dans les RPA, là, parce qu'il y a d'autres gens qui le font en RPA. Dans le fond, les HLM, c'est les personnes âgées c'est leur résidence, ils sont HLM, pleinement autonomes. Ben oui, c'est un bloc appartement de personnes âgées à HLM. Ils sont le 3/4 et même plus. Ben, je dirais presque à 100% parfaitement autonomes. Ils sont autonomes. Mais sauf qu'ils sont sédentaires, ils ne bougent pas. Fait qu'il faut les faire bouger. Fait que dans le fond, là, j'imagine qu'il y en a d'autres HLM comme ça. Dans le fond, c'est quoi? Est-ce que c'est eux autres qui vous appellent pour venir faire un tour nous voir ou bien vous les avez déjà ciblés? Oui, moi j'ai ciblé Percé parce que c'est un HLM qui sont assez sédentaires. J'ai ciblé. J'ai ciblé ma clientèle. C'est des gens qui veulent bouger mais qui ne savent pas quoi faire vraiment. Puis pour avoir marché souvent dans Percé l'hiver, là, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Il n'y a pas de trottoir, il y a de la glace, il y a plein de trous. Fait que comme ça, ben, je parle des petites rues, je parle pas de la 132, je parle des petites rues. Mais la vie active, dans leur lieu de vie, ça leur permet de faire leur exercice à l'intérieur, sécuritairement. On est correct pour vie active? De mon côté, oui. OK. D'ailleurs, tu disais, intervenante pour ITMAV. Oui. Tu voulais nous revenir sur ce service-là, entre autres. Bien, l'ITMAV, c'est quoi? L'ITMAV, c'est la travailleuse de milieu pour aînés vulnérables. Le mot vulnérable est très large. Si j'attrape la grippe, je suis vulnérable. Ah? On fait pitié quand on a la grippe, on fait de la fièvre, on est vulnérable. Mais c'est pas comme ça. Le vulnérable dans l'ITMAV, c'est sans ressources. C'est avoir des questions, mais que je sais pas où prendre mes réponses. C'est démêler tout ce que j'ai dans ma tête parce que je vois pas le jour demain. Je ne sais plus comment je vais réussir à laver mon linge. Je ne sais plus. L'ITMAV va l'apparaître pour ça. À domicile. OK. Il y a des publicités qui passent encore là, concernant justement les personnes âgées qui peuvent subir des difficultés par rapport à la famille et tout ça. Là. Est-ce que ces personnes âgées-là, c'est justement une ressource comme vous qui peuvent aller voir aussi? Oui, entièrement. Que ce soit une question banale, que ce soit en maltraitance organisationnelle, que ce soit en maltraitance familiale, financière, sexuelle, peu importe, ils peuvent venir me voir.
peuvent faire appel à moi, puis je vais référer vers les bonnes personnes, les bonnes ressources. Vous en aidez beaucoup de ces personnes-là? Oui. Il y en a trop, malheureusement. Au moins, vous êtes là. Oui, ça prend des gens comme nous au Centre d'action bénévole pour voir aux besoins de ces personnes-là. L'important, c'est de redonner le pouvoir d'agir à l'aîné. Parce qu'à 40 ans, il l'avait. Fait qu'il faut qu'à 70, parce qu'à 80, il l'a encore. Mais les gens leur ont tellement dit « Assez fait, laisse faire. Vous avez assez fait, laisse faire. » Non, ils sont encore capables. Laissez-le bouger. Ben, les faire bouger, c'est justement ce que vous faites d'ailleurs. Oui. Oui. Puis tu dis, ils ont l'air d'être plus en forme encore. Et ils sont plus en forme que nous autres parce que nous autres, on est justement sédentaires à cause du travail. Eux autres, ils bougent plus que nous autres. Oh oui. Vous, Nancy, vous êtes intervenante aussi, mais vous, c'est quoi? Bien, en fait, moi, je suis plus au support des bénévoles et au recrutement, bien sûr, parce qu'évidemment qu'on recrute toujours. Au Centre d'action bénévole, on a besoin du support de la population. Et je démarre vie active avec des bénévoles, justement, parce que le but est vraiment de leur rendre, comment je dirais ça, en fait... D'avoir un moment de la journée. D'avoir un moment avec nous, de pouvoir échanger, de leur démontrer qu'on tient à eux puis qu'ils sont vraiment importants pour le Centre d'action bénévole. Donc, Vie active commence la semaine prochaine avec des bénévoles. Et, bon, c'est sûr que moi, contrairement à Cindy, on a toutes nos tâches différentes, en fait. Moi, je suis beaucoup vie active pour les bénévoles, tout ce qui est activité de reconnaissance pour les bénévoles, c'est le mot reconnaissance que je ne trouvais pas. Et je suis beaucoup aussi sur les plats givrés. C'est moi qui s'occupe vraiment de voir au bien des bénéficiaires qui profitent là, des plats givrés. Oui. Vous avez parlé d'activité de reconnaissance. C'est quoi vous voulez dire par là? Bien, comme exemple, septembre passé, on a fait un dîner avec de la danse, de la musique, des tirages. On se fait des petits moments entre nous avec les bénévoles, en fait. Ah, OK. Dans le fond, c'est pour souligner dans le fond... leur implication. Leur implication, oui. De les remercier. C'est une façon de les remercier. Ouais. Oui, puis on se remercie à nous autres aussi en faisant ça. C'est tellement agréable d'être avec eux autres. C'est une grosse famille, le Centre d'action bénévole, avec les bénévoles. Fait que quand tout le monde est là, on a l'impression que c'est Noël. Là. C'est vraiment le fun. On va parler de recrutement tantôt, mais sinon, pour les autres services... Pas trop lente. Pas trop lente. C'est comme l'accompagnement à transport. C'est deux services majeurs au Centre d'action bénévole. Pas trop lente. Malheureusement, les listes s'allongent. Les listes de demandes et d'attentes s'allongent. C'est pour ça qu'il faut alterner avec les plats congelés, les plats givrés. On ne peut pas desservir toutes les demandes de popote qu'on reçoit. OK. Vous dites que ça s'allonge. Vous en traitez... Combien vous en traitez en ce moment versus la demande que vous avez? En pourcentage, si les chiffres ne sont pas... On comble, je dirais, on comble 60 des demandes. Mais il y a 40 qui est en attente. Oui, c'est beaucoup. C'est gros. Ouais. C'est gros, puis ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où c'est qu'on n'a pas d'attente. Puis il y a d'autres places où c'est que l'attente, elle est longue. Chandler, Grande-Rivière, les listes d'attente sont longues. C'est quoi qui pourrait expliquer que la demande devient aussi importante? Bien, le vieillissement de la population à la base. Oui. Juste ça. Les gens aussi des extrémités. Gascon, Newport, ils déménagent plus à Chandler. Puis Grande-Rivière, on a des super beaux blocs pour les personnes âgées de Chandler et Grande-Rivière. Fait qu'ils déménagent là, ça centralise. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de services à proximité. Exactement, ça centralise, fait qu'on a plus de demandes dans ces deux villages-là. Okay. Au moins, c'est fun. Pour les plats congelés, vous pouvez compter aussi sur des organismes qui vous aident là-dessus. Oui, Nancy pourrait parler de l'organisme qui en parle. Oui, bien, en fait, c'est le PRS. Nous sommes en collaboration avec eux. On se tient au courant de façon régulière. On a environ 12 choix de menus.
Donc, les gens qui ont besoin de plats givrés, nous avons la feuille avec les menus à l'entrée du centre d'action bénévole. Les gens cochent, je sais pas moi, 2 pâtés chinois, 2 lasagnes. Nous, on va les chercher et on les remet. C'est un coût de 5 $ par repas. Et sous peu, on est en préparation, en fait. On s'est rendu compte, étant donné un peu comme Cindy mentionne, popote roulante, beaucoup de demandes. Les plats givrés, on va avoir des services de livraison. Évidemment qu'il va y avoir des critères. On est là au bureau pour donner des informations si nécessaire, mais il va y avoir, on est en train d'implanter parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la popote, qui prennent des plats givrés, mais que malheureusement, ils n'ont pas de famille ou amis ou voisins qui peuvent venir les chercher ou qu'eux-mêmes ne peuvent se déplacer. Donc, avec le service de livraison par nos bénévoles, là, ça s'en vient. Là, on est vraiment là-dedans. Fait que si les gens ont besoin de plats givrés, qui ont des besoins spécifiques, nous, on va traiter la demande puis on va voir si on peut faire le service pour la dite personne. Ouais. Là, parce que sinon, on va avoir peut-être un peu trop de demandes, mais on y va vraiment avec des critères spécifiques. Pour la livraison. Pour la livraison. Puis un autre service, puis vous en avez fait allusion tout à l'heure, le transport, l'accompagnement médical. Là. Oui. Ça, c'est un gros service aussi, un service important aussi que vous donnez. Mais je pense que c'est un besoin de base. Hein, on a tous besoin d'aller chez le médecin, on a tous besoin d'aller se faire soigner pour une raison, pour une autre, ne serait-ce que pour faire juste voir. Hein? Une fois par année, les médecins ils aiment ça nous voir de temps en temps. Mais c'est un besoin de base que le centre d'action bénévole est capable d'offrir le service, d'aller chercher la personne âgée chez elle, de l'accompagner à son rendez-vous. Hein? Je te débarque pas à la porte, là. Non, je rentre. J'accompagne. Après ça, je te ramène chez toi. C'est de l'accompagnement. Je te débarque pas à la porte de l'hôpital puis m'attendre dans le stationnement. Non, non, non. Tu rentres. C'est ça, un accompagnement. Ouais. Faut le faire du début à la fin. Les gens, des fois, ben, ils ont besoin d'aide pour marcher. Elle est longue, l'hôpital, à marcher, des fois, là. Oui, débarque à l'entrée, puis il faut que tu ailles à l'autre bout, à côté ou c'est ça. en haut. Là. Des fois, ça peut être juste mélangeant pour la personne qui commence à avoir des petites pertes cognitives. C'est où qu'il faut que je vais? C'est au 2. Ah non, c'est au 1. Et où, à prise de sang? On est mélangé, on va à l'épicerie, puis on oublie qu'est-ce qu'on est venu chercher. Fait qu'imaginez quand vous êtes âgé puis qu'il faut aller dans un hôpital, puis en plus d'être malade, et le stress. Oui, c'est ça, le stress. Fait que vive le bénévole. Il est là pour ça. Les services, est-ce qu'il y en a d'autres aussi que vous offrez ou on a fait le tour? On offre des formations régulières. Fait qu'il faut suivre la page Facebook du Centre d'action bénévole. Formation, c'est régulier, c'est au moins une fois par mois. On a une belle grande salle en bas pour ça. C'est vraiment agréable. Les formations, est-ce que c'est pour les bénévoles ou c'est des formations, tout dépendant c'est quoi, qui peut s'adresser à... Ça s'adresse un peu à tout le monde. OK. Tout le monde a besoin de savoir des renseignements sur peu importe quoi. Procuration. Là, on a une qui s'en vient, c'est... Fin de vie? Fin de vie. Ah, c'est pas facile mourir, Jovélie. C'est pas facile. C'est pas un service que vous donnez, justement, l'accompagnement? On l'offrait. On l'offrait. On a encore des bénévoles formés pour ça. Ça a été un projet que j'ai adoré. Par contre, il y a une difficulté, c'est au niveau familial. Hein? Moi, ma mère sera en train de mourir demain matin. Je suis pas sûre que ça me tenterait que ce soit un étranger qui vienne. Je veux pas perdre une seconde. Comprends? Ouais. Fait que c'est un peu pour ça que ça a plus été relayé au niveau familial que communautaire. OK. Mais les lois sur la fin de vie, comment je peux mourir? Comment faut que j'arrange mes préarrangements? Quel papier ça me prend? Mes héritiers, ils vont avoir quoi? Mes assurances, ils sont où? Mes papiers? Bon, ça va dans cette formation-là, ça vient tout expliquer. Comment bien se préparer à mourir. Sinon, l'accompagnement, elle, que vous offriez... C'est pour nous autres. OK. Mais le CIS l'offre. L'hôpital doit l'offrir. À Villa, ils l'ont. Mais nous autres, le Centre d'action bénévole, on est retirés. C'est-tu parce que vous avez eu des retours de certaines familles ou... Financement.
Le secret des organismes communautaires, c'est toujours le financement. C'est notre talon d'Achille. Ah, c'est parce que vous disiez que votre mère serait en fin de vie. Vous aimeriez peut-être pas qu'un étranger vienne. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me demandais si vous aviez eu des retours en ce sens-là. Ceux qui ont eu les services avec le Centre d'action bénévole ont adoré. On a un bénévole qui a fait 144 heures avec une personne. Puis c'est devenu un grand ami pour lui. Fait que c'était un projet qui fonctionnait très bien et qui était beau. Fait que ça l'a vraiment apporté du bien, ce projet-là. Ah oui, vraiment. Mais autant au bénévole qui a donné le 144 heures, lui, il est sorti de là grandi. Accompagner quelqu'un, on sort toujours grandissant. OK. Eh bien, pour tous ces services-là, ça prend des bénévoles. Fait que vous êtes en perpétuelle vous êtes continuellement en recrutement, dans le fond. 367 jours par année. Tout le temps, ça nous prend du monde. Vous en avez combien en ce moment? Oh, tout et partout? 60. Au-delà de 120. 120? Ouais. Parce qu'on en a qui sont périodiques. On en a qui sont seulement pour les impôts, on en a qui sont seulement pour la guignolée, on en a seulement qui sont un peu partout. Il y en a qui sont seulement pour le jardin communautaire qui s'en vient cet été encore. Mais en tout et partout, là, on dépasse ça. Ouais. Puis, mais sinon, c'est ça. Vous n'avez quand même besoin tout le temps parce que... Toujours. Le bénévole peut donner quelques heures ou être là pratiquement... il peut nous donner la disponibilité 5 jours semaine, comme il peut nous donner 15 minutes dans sa semaine. Oui, c'est ça. Ça dépend. On a rencontré quelqu'un la semaine passée, à titre d'exemple, et versus la vie de famille et le travail, on a une disponibilité de 10 heures à midi, exemple. Fait qu'on prend... Peut-être que la personne ne veut pas, en mentionnant, bien, j'ai d'autres occupations, mais même si c'est une journée, nous, on fait une petite note à côté du nom de la personne, puis on le prend parce qu'on en a besoin, là. C'est la population, hein? C'est la population qui sort grandie de ça. Un bénévole peut changer complètement la vie de quelqu'un. On en voit dans le sport, on en voit partout des bénévoles. Mais les bénévoles pour les personnes âgées, là, c'est redonner la vie à une personne âgée qui peut être triste. Ça peut être la seule visite qu'il y a dans sa semaine. Bien, c'est tout aussi important que ceux qui sont pour les sports. Ah, c'est clair. Tout bénévole au monde est important. Tout bénévole. Et ils se doivent tous d'avoir une bonne reconnaissance parce que c'est... Il n'y aurait pas grand-chose sans bénévole. C'est ça, c'est important. Il y a plein de... Et puis oui, les bantams, tous les tournois, s'il n'y aurait pas tous ces bénévoles-là, ça serait pas aussi beau et aussi grand. Fait que ça nous prend des bénévoles partout. Oui, j'ai déjà été bénévole pour le Grand Prix de Trois-Rivières, là, puis on est vraiment beaucoup. Donc, même s'il y a des commanditaires autour de ça, tu vas toujours avoir besoin d'une grosse équipe autour de ça pour venir... aider, justement. Donc, ça prend un village pour s'occuper d'un enfant, ça prend un village pour s'occuper des personnes âgées aussi. C'est la même chose. Donc, si on veut donner notre temps ou qu'on a besoin de vos services, on rappelle les coordonnées. 418-689-6023. Pour ce qui est des impôts, bénévolat, support aux individus, on parle avec Nancy, donc on fait le 103. Pour l'ITMAV, on fait le 104. OK. On a fait le tour? On a fait le tour! Oui. Eh bien, Cindy Langlois, Nancy Lefebvre, merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, des accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.
Le bourg de Pabot dévoile une offre pour remplacer Nova Lumina selon Ma Gaspésie. Le bourg de Pabot se prépare à lancer une nouvelle attraction intitulée Fantôme, la chasse, remplaçant l'expérience Nova Lumina retirée en septembre dernier. Selon la directrice Elsa Pépin, cette activité immersive invite les visiteurs à explorer les sentiers du bourg de Pabot, jour et nuit, à l'aide de technologies innovantes pour chasser des fantômes qui, selon la légende, hanteraient le site depuis des siècles. L'expérience offrira des informations historiques sur des personnages marquants de la région. Cette offre s'inscrit dans la mission du bourg de préserver et de partager son patrimoine historique, tout en intégrant des éléments multimédia. Cette activité de transition précède le lancement en 2025 de nouveaux projets, dont l'île Beau Séjour, un projet éco-responsable de 6 millions de dollars, comprenant un hébergement alimenté à 100% par l'énergie solaire, un système autonome de traitement de l'eau et un volet muséal. Ce développement relié au continent par une passerelle flottante s'aligne avec la restructuration de l'offre du bourg de Pabot pour mieux remplir sa mission patrimoniale et culturelle, répondant aux attentes du ministère de la Culture et des Communications. Le plastique, un enjeu de taille selon Bleu FM. La Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie a partagé son avis sur la consultation fédérale concernant la création d'un registre sur le plastique, un sujet crucial pour la gestion environnementale. La consultation, ouverte jusqu'au 13 février, invite les organismes et citoyens à commenter ce dispositif qui demanderait aux producteurs de rapporter annuellement la quantité et les types de plastique mis sur le marché canadien, ainsi que leur gestion en fin de vie. Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie, tout en reconnaissant l'importance de ce registre, soulève une préoccupation. Les efforts pourraient être redondants avec les outils et statistiques existants. Elle note que le centre de tri qu'elle gère à Grande-Rivière observait une augmentation du volume et de la variété des plastiques reçus. Toutefois, un projet prometteur est en cours, la construction d'une usine de transformation des plastiques souples, un projet mûri pendant 3 ans visant à réutiliser des plastiques dans des constructions. Ce développement s'inscrit dans une démarche proactive pour une gestion plus efficace et écologique des déchets plastiques en Gaspésie. Opération de sauvetage au Mont-Albert, selon Ma Gaspésie. La Sûreté du Québec a déployé une opération de sauvetage jeudi après-midi dans le secteur du Mont-Albert, dans le parc de la Gaspésie, suite à un appel d'urgence d'un individu souffrant d'un malaise. L'alerte reçue vers 14h par les pompiers de Sainte-Anne-des-Monts a immédiatement conduit à une demande d'assistance auprès de la Sûreté du Québec. Pour répondre à cet appel, des motoneigistes ainsi que des policiers équipés de raquettes ont été mobilisés pour se rendre dans le secteur escarpé où se trouvait l'homme. La SQ envisage également l'utilisation de l'hélicoptère du corps policier pour le sauvetage, en fonction des conditions météorologiques. Démission du président du conseil d'administration du CIS de la Gaspésie selon Radio Gaspésie. Richard Loisel, président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux, CIS de la Gaspésie, a annoncé son départ de ses fonctions, un poste qu'il occupait depuis 2015. Dans un communiqué, le CIS de la Gaspésie a confirmé son retrait, motivé par des considérations personnelles après une période de réflexion. Loisel exprime sa fierté pour les accomplissements réalisés au cours des 9 dernières années, en particulier pour la défense des soins de santé et des services sociaux dans la région. Il a également tenu à remercier et à reconnaître l'engagement des administrateurs durant son mandat. Le vice-président Gilles Cormier assumera la fonction de président par intérim suite à ce départ. Essence, le maire de Gaspé retourne la balle au bureau de la concurrence selon Ma Gaspésie. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, appelle le bureau de la concurrence à intervenir après qu'un rapport de la Régie de l'énergie ait révélé les prix de l'essence significativement plus élevés en Gaspésie par rapport à la moyenne québécoise. Soulignant que les lois du marché ne semblent pas être respectées, il suspecte une forme de contrôle des prix, notant que les stations-service ajustent souvent leurs tarifs simultanément et que des écarts de prix importants existent au sein de la région. Bien que la Côte-Nord ou le Grand Nord du Québec soient souvent moins chers, Daniel Côté observe que la Gaspésie reste constamment plus onéreuse. Après avoir transmis le rapport à la Régie de l'énergie, le maire demande une enquête pour démystifier la situation et vérifier l'indépendance des détaillants. Il rappelle une expérience personnelle et exprime sa conviction qu'il existe un problème que le bureau de la concurrence doit soit résoudre, soit démonter comme infondé. Daniel Côté insiste sur le fait que la situation actuelle ne semble pas normale et nécessite une action concrète.
Crise des pêches. L'heure n'est pas au rachat de permis selon Radio Gaspésie. Diane Le Boutillier, ministre des Pêches et Océans, a récemment clarifié sa position sur la crise actuelle dans l'industrie de la pêche à la crevette, privilégiant la reprise de la pêche au sébasse plutôt que le rachat de permis. Réagissant aux critiques sur ces annonces, elle a insisté sur l'augmentation potentielle du quota de sébaste, passant de 25 000 tonnes à 50 000 ou 75 000 tonnes, ce qui rendrait les quotas plus avantageux pour les pêcheurs de crevettes. Elle a écarté l'idée d'un rachat de permis, rappelant que la situation actuelle est différente de celle de 1990, marquée par un moratoire dans le secteur des pêches. La ministre a également abordé les préoccupations concernant le retour des bateaux-usines, soulignant que leur quota de sébaste a diminué de 74% en 1994 à 58% en 2024, dans une démarche visant à rassurer les pêcheurs quant à l'impact de ces changements sur l'industrie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé. La prédiction de Fred. Va être hâtif! On va avoir un printemps hâtif! Que l'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard? Hey, hey, voici que Fred nous revient.